Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Un fonds d'appui au leadership des femmes en Afrique. L'initiative a été lancée à Addis Abeba, projet mené par le groupe bancaire sud-africain Standard Bank en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. L'État camerounais souhaite taxer les transactions électroniques. Objectif, financer le développement du numérique pour en faire un puissant levier économique. Une grande sécheresse sévit à Madagascar. L'ONU alerte sur la gravité de la situation car la famine menace désormais le grand sud de l'île de l'océan Indien. Mais avant de développer ces titres, le Premier ministre algérien a présenté le plan d'action du gouvernement et ce dans un contexte de poursuite du mouvement de contestation. Un plan d'action d'Abdelaziz Djerad qui doit, avant sa mise en œuvre, passer par le Parlement. Le vote a lieu ce jeudi en Algérie où la question de la relance de l'économie est posée en raison du déficit des comptes extérieurs qui s'est creusé pour atteindre 10 milliards de dollars. Une fragilité économique également causée par la chute des réserves en devises de la Banque centrale. Les Béninois sont appelés aux urnes le 17 mai 2020 pour les élections communales et dans la perspective du scrutin, mais aussi dans un contexte de crainte d'irrégularité, la Commission électorale nationale autonome, l'institution en charge de l'organisation des élections, a lancé des rencontres d'information, d'échange, mais aussi de concertation avec les différents partis politiques. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounouf. Organisé en vue de la bonne tenue des élections communales de mai 2020 au Bénin, lundi 10 février 2020 à Cotonou, les communications de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont suscité des débats de fond liés à l'application du code électoral et de la charte politique. Les exposés de la Sénat se sont axés sur les conditions et modalités de participation aux élections et la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales, notamment les arrondissements. Pour l'instant, nous ne nous occupons que de la répartition des sièges au niveau des arrondissements. Nous sommes en train de travailler pour voir comment procéder à l'attribution des sièges. Au total, 11 partis sur 12 disposant d'existence légale ont répondu présent à l'appel de la Sénat. Des responsables et chefs de partis politiques ont évoqué des inquiétudes et de nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés à l'étape de la constitution des dossiers de candidature. Entre autres, les questions de délivrance des quitus fiscaux, la disponibilité des cartes d'électeurs et l'actualisation de la liste électorale. Qu'on soit de l'opposition comme de la mouvance, on a toujours participé à la correction de la liste électorale. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. La liste est corrigée par seulement les deux partis siamois du chef de l'État et nous craignons pour la crédibilité des élections à venir. La circonscription électorale pour les prochains communales, c'est l'arrondissement. Qu'est-ce qu'on a à voir au niveau d'un pourcentage au niveau national? Ce n'est pas une élection législative, ce n'est pas une élection présidentielle. A noter que le calendrier électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat s'étale sur 6 mois et 33 activités y sont prévues. La campagne électorale, quant à elle, devra se tenir du 1er au 15 mai 2020. L'État équato-guinéen dénonce, je cite, une ingérence inacceptable de la justice française. Une prise de parole en réaction à l'affaire dite des biens mal acquis impliquant Théodore Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale et fils du président Théodoro Obiang Nguema Bazogo, condamné lundi par la Cour d'appel de Paris à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende et des confiscations pour s'être bâti illégalement un patrimoine considérable sur le territoire français. En marge du 33e sommet de l'Union africaine, un fonds visant à encourager le leadership des femmes en Afrique a été lancé. Le projet est porté par Standard Bank, un groupe bancaire d'Afrique du Sud, en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Amenedji. La Standard Bank Group, en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a lancé à Addis Abeba en Éthiopie l'African Women Leadership Funds, doté d'un capital de 100 millions de dollars, soit 60 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un projet révolutionnaire dédié aux femmes gestionnaires de fonds, novices ou expérimentées, actives sur le continent africain.
Nous renversons la situation et faisons des femmes les décideurs de l'argent investissable en Afrique. Nous voulons que les femmes soient du côté de l'offre, pas seulement du côté de la demande. Ce fonds va vers la suppression des obstacles à l'investissement inclusif et promeut l'autonomisation des femmes africaines en leur donnant une expertise en gestion des investissements. Sur le montant recherché, 20 millions de dollars sont déjà collectés et les capitaux seront injectés dans des secteurs prioritaires que sont l'éducation, l'industrie, les énergies renouvelables et l'agriculture. Le fonds pour le leadership des femmes africaines, à mon sens, est une bonne initiative dans la mesure où il permettra d'atteindre les objectifs de développement durable, renforcer l'autonomisation des femmes, leur inclusion financière pour atteindre leurs objectifs économiques. Je pense que ce fonds permettra d'avoir une assistance technique pour leur formation. Je pense qu'il va réduire les obstacles, les inégalités entre les hommes et les femmes en vue de lutter contre la pauvreté et de permettre aux femmes d'accéder au financement. Les dirigeants africains et d'autres horizons présents au lancement de ce fonds ont annoncé des engagements de plusieurs millions de dollars pour soutenir l'initiative. Notons par ailleurs que l'African Women Leadership Fund s'inscrit dans l'objectif du groupe Standard Bank de promouvoir le financement des femmes africaines et de contribuer à la croissance du continent. Une taxe sur les transactions en ligne devrait être lancée au Cameroun. Pour les autorités, la mesure est nécessaire et servira à financer le développement de l'économie numérique. Un plan stratégique porté par l'État qui prévoit que le secteur contribue à hauteur de 10% au PIB du pays et ce, dès cette année 2020. Amenedji. Pour financer son plan stratégique de développement du secteur numérique, le gouvernement camerounais envisage de prélever un pourcentage à déterminer sur toutes les transactions électroniques effectuées au moyen de plateformes technologiques innovantes. Cette mesure intervient dans une logique visant à alimenter le fonds de développement du numérique. Un pays comme le Cameroun doit d'abord laisser le secteur du e-commerce s'installer, le laisser prendre son envol avant de penser le fiscaliser. La fiscalité ne devrait pas venir au blocage du décollage du secteur. L'annonce a été rendue publique suite à un exposé du ministère des Postes et Télécommunications sur la mise en œuvre des directives concernant le développement des communications électroniques au Cameroun, notamment le mécanisme de financement du plan stratégique de développement du secteur numérique devant conduire à la réduction des coûts des transactions financières mobiles. Vouloir immédiatement planifier les recettes du e-commerce pour un e-commerce qui n'existe pas encore serait, à mon sens, tuer les start-up qui sont encore au niveau de la conception, couper des possibilités d'emploi des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce secteur-là et il ne faudrait pas commencer à les brutaliser par une fiscalité qui n'est pas encourageante. Il faudrait d'abord laisser le secteur exploser et la fiscalité viendrait en accompagnement. Ce plan stratégique de l'économie numérique vise à long terme l'augmentation de la contribution du secteur au produit intérieur brut qui pourrait passer de 5% en 2016 à 10% en 2020 avec la création de 50 000 emplois. Les impôts devraient également grimper à 300 milliards de francs CFA suite à une hausse de 164 milliards envisagée sur la même période. Zoom sur le Burkina Faso et son agriculture, secteur qui occupe 80% de la population et qui représente plus de 30% du PIB du pays et où le financement demeure malgré l'importance donc de ce secteur un défi majeur. Et pour atténuer le manque de crédit accordé aux agriculteurs, eh bien, la Banque africaine de développement s'engage. C'est un sujet d'Amenedji. Lancement du projet d'appui à la création d'une banque d'agrobusiness financée par la Banque africaine de développement à hauteur de près de 9,1 millions d'euros. Cette structure permettra de faciliter le financement de l'agriculture et à long terme d'augmenter le taux de croissance du secteur agricole et la productivité au Burkina Faso. La création de cette banque orientée exclusivement sur l'agro-industrie au Burkina Faso se situe dans la suite logique du capital de la banque qui a été doublé en fin 2019, ayant pour caractéristique principale la diversification dans le secteur porteur de croissance. Par ailleurs, la Banque africaine de développement apportera un appui financier d'un montant de 5 milliards de francs CFA à l'État burkinabé pour sa prise de participation au capital de la Banque agricole du Faso, agréée le 16 avril 2018. 989 millions de francs CFA permettront de mettre sur pied un dispositif de sécurisation de l'environnement du financement agricole dans le pays.
plus de 65% de la population active se consacre à l'agriculture vivrière et de rente. Une telle banque ne peut qu'encourager la mécanisation de l'agriculture intensive qui doit déboucher inéluctablement sur la création des firmes de transformation des matières premières issues du secteur primaire. Les emplois créés en amont et en aval réduiront la pauvreté. C'est le but recherché par la BAD, par la création de cette banque. Toutes ces mesures sont prises pour amoindrir les risques de financement agricole tout en encourageant les banques à financer en toute confiance les acteurs du secteur. Pour rappel, la Banque africaine de développement avait lancé 17 nouveaux programmes de subvention de projets en faveur des petites et moyennes entreprises financés par le Fonds pour l'accélération du développement agricole dans 8 pays d'Afrique. Épidémie de coronavirus, le nombre de personnes infectées passe à 60 000. Le bilan fait également état de plus de 1000 morts en Chine continentale. Alors le continent africain reste jusqu'ici épargné pour limiter les risques de contamination par des voyageurs en provenance de Chine. Eh bien, les aéroports, notamment africains, renforcent leurs dispositifs sanitaires. C'est notamment le cas au Niger, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Pour barrer la voie à l'importation du coronavirus chinois au Niger, les autorités sanitaires du pays ont doté les aéroports de Niamey, Zender et Agadez, principales portes d'entrée dans le pays, d'un système de détection rapide de la maladie. Virus qui provoque chez l'homme des maladies allant du simple rhume à des infections pulmonaires sévères, ainsi que de la fièvre, le coronavirus a franchi la barre des 1000 morts et des 42 500 personnes infectées dans le monde. Au Niger, à la date d'aujourd'hui, on n'a notifié aucun cas de coronavirus sur le territoire national. Nous continuons ici à vulgariser toutes les mesures de précaution. Tous les voyageurs qui arrivent au Niger à les contrôler pour vraiment détecter d'éventuels cas. Comme le Niger, plusieurs autres pays africains ont pris des mesures préventives. Au Niger, par exemple, la surveillance et le contrôle sanitaire ont été renforcés suite à l'expansion du virus hors de la Chine, pays avec lequel le Niger entretient des relations de coopération dans plusieurs domaines, entraînant des mouvements de population. Il y a des caméras à l'aéroport, certains ne les voient pas. Dans le grand hall, dans le salon, dans les autres salons, on a positionné ces caméras-là. Souvent, on ne les voit pas, mais il y a des agents qui sont en train de contrôler. Dès qu'il y a une température, on identifie la personne. Et là, c'est un cas, on vient, on l'interroge. Et de surcroît, quand il vient de la zone... Apparu en Chine depuis janvier 2020, le coronavirus est responsable d'infections respiratoires aiguës très contagieuses, qui se transmet entre autres par le contact avec les sécrétions nasales, les gouttelettes de salive émises par la toux d'une personne malade. Madagascar est confronté à une très grave sécheresse. La situation est telle que 500 000 personnes souffrent d'insécurité alimentaire, un nombre qui ne cesse d'augmenter. Pour l'ONU, plus de 700 000 personnes seront en situation d'insécurité alimentaire sévère d'ici le mois de mars. Siamlo Victoria Sedji. À Madagascar, la sécheresse et la faim progressent aux grandes dames des populations. 3 districts du Grand Sud sont menacés, la population fait appel à l'État. Ces 5 dernières années, l'insécurité alimentaire s'est amplifiée avec le phénomène El Niño. Dans 9 communes australes de l'île Rouge, la situation est de plus en plus dramatique. Le Sud est toujours dans une très grande alerte. Il fait partie notamment des régions dans le monde, des grands oubliés. Au président Hans Rajwen, l'un de ses premiers déplacements à l'intérieur de Madagascar, ça a été dans le Grand Sud. C'est pour montrer qu'il y a eu une prise de conscience des autorités et un certain nombre d'actions ont été mises en place face au phénomène croissant et à la dangerosité à laquelle est exposée la population malagasy. D'ici mars 2020, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO prévoit 730 000 malgaches en situation d'insécurité alimentaire. Des communes ont vu 75% de leur production rizicole disparaître sous l'effet de la sécheresse. Dans 60% des communes, des migrations temporaires ont été observées. Pour venir en aide aux compatriotes malgaches, il faut un attelage entre un interventionnisme fort des pouvoirs publics, qui a déjà commencé maintenant depuis plus d'1 an. Il faut aussi une aide de tous les États. Il y a des pays, notamment la Corée du Sud, avec des
des fonds importants qui ont été alloués aux populations malgaches, mais je pense que c'est insuffisant. Depuis 2016, l'Organisation des Nations Unies pour le développement, PNUD, a déclaré un besoin de 189 millions de dollars sur 3 ans pour aider le Sud à mieux développer sa résilience. Les aides apportées n'ont pu couvrir que très peu de besoins dans un pays qui fut longtemps miné par la corruption. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.